Parfait, parfait. Ben, écoutez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire. Ce webinaire est une première série consacrée à la transformation du métier de l'assurance. Aujourd'hui, on va faire le zoom sur le métier de l'actuaire. Mais cette série de webinaires, elle s'inscrit dans le cadre du lab de Acovia, c'est quoi le lab de Acovia? C'est une communauté d'apprentissage et d'expérimentation qui est autour de thématiques, de plusieurs thématiques, mais principalement les thématiques qui touchent le secteur de l'assurance, notamment le climat, la santé, le vieillissement et la transformation des métiers de l'assurance. Dans le cadre du lab, on fait intervenir plusieurs experts dans des événements, on fait de la veille, des retours d'expérience et des études et des expérimentations. Donc aujourd'hui, on veut partager avec vous nos réflexions et nos travaux, ce qu'on fait dans le lab autour de la transformation du métier de l'actuaire et l'impact de l'intelligence artificielle. Avant de démarrer, je donnerai d'abord la parole à nos intervenants, les experts, et pour qu'ils se présentent. Et je vais me présenter d'abord. Je suis désolée de me présenter la première. Donc, moi, je suis Amina Bourras, je suis consultante et j'accompagne les acteurs de l'assurance dans leur transformation, mais en particulier les directions financières au sens large, l'actuariat, la gestion des risques et la finance. Je passe la parole à Pauline. Pauline, tu peux te Oui, présenter. merci Amina. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Pauline Vesely. Je suis docteure en sociologie et je suis responsable au pôle mission et expertise scientifique chez PhD Talent, qui est donc une entreprise qui a pour mission de créer du lien entre le monde de l'entreprise, les institutions, les investisseurs et la recherche scientifique, le domaine de l'expertise scientifique. Donc, soit en accompagnant au recrutement, ou soit en proposant un accompagnement plus spécifique sur le montage de missions et de travaux de recherche et de R&D externalisés. Parfait, merci beaucoup Pauline. Amine. Eh bien, pour ma part, je vais porter la casquette de l'expert IA aujourd'hui. Après, j'ai plusieurs casquettes, hein, puisque j'ai fait de la R&D, du développement produit, de l'entrepreneuriat, de la formation, de l'enseignement. Et donc là, je vais principalement vous parler un peu de mon expérience de personne qui a commencé d'abord par la technique et qui s'est très vite retrouvé confronté à un certain nombre de problématiques non techniques, justement, pour pousser de l'innovation, du digital et de l'IA, et vous partager un peu ma vision, donc la vision à laquelle on adhère tous ici, qui est que l'innovation peut avoir un impact sur les métiers, mais cet impact, il faut l'accompagner, il faut l'anticiper. Et voilà, c'est pas que des sujets de faisabilité technologique, hein. Il y a vraiment des aspects organisationnels, opérationnels et stratégiques que je me ferai un plaisir de vous présenter. Parfait, merci beaucoup Amine. Yvgen. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Yevgen Savin. Je suis le responsable de l'offre IA et data science chez Linkpact, qui est un cabinet de conseil spécialisé en tout ce qui est assurance, enfin toutes les choses autour de l'assurance. Et je suis également un actuaire certifié de l'Institut des actuaires français. Et aujourd'hui, voilà, comme j'ai démarré ma carrière en actuariat, je vais vous parler un peu de l'actuariat et des enjeux, et de la nouvelle génération d'actuaires qui existe aujourd'hui. Voilà. Merci. Parfait, merci beaucoup Yevgen. Donc, pour démarrer, je vais vous demander je pense que tu peux passer la slide, je vais vous demander de regarder un petit peu dans le rétroviseur ou plutôt de vous parler un peu des dernières années et le changement du métier de l'actuaire. Je me suis focalisée sur les 30 dernières années que j'ai vécues moi-même. Ça fait partie de mon expérience à peu près. Donc, moi, j'ai intégré justement, je suis arrivée sur le marché de l'emploi, mais c'est plutôt sur la partie assurance, les fins des années 90.
À cette époque-là, bon, l'assurance, c'était principalement de la réglementation. Déjà, la partie réglementation, c'était une réglementation nationale et avec une interaction côté avec le client, une interaction traditionnelle par des agences où il y avait même à l'époque de la vente à domicile ou la vente par téléphone. C'était c'était un contexte voilà, assez limité, le domaine d'intervention, mais on parlait beaucoup d'assurance vraiment traditionnelle, assurance vie, assurance santé, voilà. Et les domaines d'intervention c'était plus des produits classiques. Et dedans, l'actuaire était principalement vu comme un expert technique. Et encore, dans les structures où il y avait des actuaires, parce que la majorité des structures n'avaient pas vraiment des actuaires, notamment les petites structures et les mutuelles à l'époque. Et il était vraiment consacré à faire de la tarification et du provisionnement, et avec une modélisation basique des risques et une formation traditionnelle en mathématiques et en statistiques et sur la technologie. Donc, il y avait une utilisation, la technologie, c'était principalement de la feuille de calcul. Moi, quand je suis arrivée, mon responsable utilisait encore le papier. Il faisait encore ses tarifications sur un bout de papier qui me donnait que je rentrais dans les fichiers. Et après, il y avait les systèmes d'information étaient à l'époque encore fermés pour les actuaires, donc on n'accédait pas, on passait par l'informatique pour faire les extractions, pour travailler. La majorité était dans les systèmes d'information, des systèmes assez fermés. Et c'était d'un point de vue technologique assez limité. Et on passe là, à l'époque, les années 2000, entre 2000 et 2010. Là, il y a déjà, sur le plan réglementaire et sur le marché, il y a une ouverture du marché de l'assurance. Il y a une internationalisation, on va dire, du secteur et une introduction. Après, il y a l'arrivée de Solvabilité 2 qui a quand même amené beaucoup de changements. C'est un changement structurant. Et on commence à parler en matière de produits. Il y a beaucoup de… C'était l'époque, la modularité des produits. Donc, on arrive à avoir des offres modulaires. Il y a la montée en puissance avec l'arrivée d'Internet, des services en ligne. Et les actuaires étaient principalement à cette époque-là, sur cette période, concentrés sur le projet Solvabilité 2. Et avec la crise financière qui a mené une ouverture sur le financier. Et là, le rôle de l'actuaire a évolué et ses compétences également, parce qu'on passe vers une modélisation des risques beaucoup plus avancée. Les formations ont évolué en formation mathématique statistique avec l'introduction de la gestion des risques. On passe d'un rôle d'expert, mais toujours expert technique, mais avec une casquette, une ouverture vers la gestion des risques. Et sur le plan technologie, à cette époque-là, donc on voit bien l'arrivée d'introduction des logiciels spécialisés pour les actuaires, notamment des logiciels de tarification ou de logiciels de modélisation financière ou autre. Et après, il y a l'arrivée aussi, à cette époque, a été marquée par l'arrivée de la BI et la mise en place des dataware qui ont permis aux actuaires d'accéder facilement aux données et d'avoir une certaine autonomie par rapport aux équipes de l'IT. Donc, ils ont réussi à monter, avoir plus d'autonomie. Ça a permis justement cette évolution, ça a permis d'avoir plus d'autonomie et de développer on va dire, ce qu'on appelle aussi leur propre SI. Donc, du coup, ça devient des SI qu'ils ont développés dans les directions, notamment de l'actuariat. Et après ça arrive l'époque entre 2010 et 2020. Donc, cette époque, c'est marquée par l'entrée en vigueur de Solvabilité 2 et l'adoption de l'IFRS 17.
On va parler beaucoup de sujets d'assurance paramétrique et il y a une évolution réglementaire et cette époque aussi est bien marquée par une inflation réglementaire. Il y avait beaucoup de réglementations, que ce soit au niveau des produits, au niveau de la distribution, où il y a beaucoup et même d'usage des données et tout ça. Et une diversification des produits. Donc, on voit toute forme d'assurance arriver. Et là, la compétence de l'actuaire a encore évolué. Là, il va passer d'expert technique et surtout avec Solvabilité 2 qu'il a positionné et qui est devenu vraiment un partenaire stratégique qui joue un rôle vraiment stratégique pour éclairer les directions et les décideurs dans les prises de décision. En matière de compétences, là, on va vers des compétences techniques en modélisation et aussi en informatique et tout ce qui est data science. Et cette époque, bien sûr, elle a été marquée principalement par l'arrivée du big data et de l'analytique avancée qui ont permis justement aux actuaires d'adapter leurs outils, d'aller vers des modèles beaucoup plus performants, plus puissants et aussi d'aller utiliser des données autres que les données classiques. Et l'époque après 2020, cette époque qui est bien sûr l'époque là où on vit en ce moment et qui est une époque marquée par beaucoup d'incertitudes. On a sur la partie commerciale, donc on va de plus en plus vers une personnalisation de l'offre avec justement tous les sujets du climat et de la cybersécurité qui occupe les assureurs et le produit et on devient justement l'assureur et devient de plus en plus centré aussi sur le client pour satisfaire justement, pour répondre à des besoins et les besoins du client. On a une implication, on va dire, les assureurs sont de plus en plus impliqués dans les nouvelles technologies et des partenariats. Donc, on voit certains qui font beaucoup de partenariats avec les InsurTech et l'actuaire encore évolue et on a un focus sur cette partie, un focus sur les compétences en communication et en stratégie d'entreprise parce qu'il devient leader, on va dire, et encore occupe une place importante dans la stratégie, mais aujourd'hui, il porte aussi les sujets de transformation de l'assurance, parce que les produits évoluent, tout évolue, donc l'actuaire occupe une place assez importante dans cette transformation. Et sur le plan, sur la partie technologique, donc c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle et le machine learning qui bouleverse énormément justement le secteur en général, mais aussi ça amène à beaucoup de questionnements. Donc on se pose beaucoup de questions sur l'intelligence artificielle et depuis l'arrivée de l'IA générative, donc on entend beaucoup de choses sur cette intelligence artificielle et son impact sur le métier, et notamment le métier de l'actuaire. Moi, en ce moment, quand je vais sur Internet, le nombre d'articles que je vois, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer le métier de l'actuaire? Donc, on entend tout et ça génère bien sûr des questions, des comportements. Il y a certains qui peut-être ça génère des anxiétés, mais d'autres aussi se disent moi je vais quand même peut-être tester, mais du coup tout le monde va tester, faire des tests à côté et pour dire j'ai introduit de l'IA dans mes processus, mais sachant que cette transformation, cette évolution de l'actuaire, elle s'est faite et c'est pas faite d'un coup. Il évolue, mais dans son évolution, il y a quand même des choses qui restent. Donc, on prend avec nous les processus n'ont pas toujours évolué parce que on est pressé, il n'y a pas beaucoup de temps. Ça génère beaucoup de travail chez les actuaires, toutes ces réglementations. Donc, avec des reportings, une augmentation, on va dire, des reportings. Et aussi, après, d'un point de vue technologie, c'est pas toujours parce qu'ils n'ont pas
tous mis en place dans les délais parce que ils avaient d'autres projets. Ben, du coup, on va avoir beaucoup de difficultés dans les outils, beaucoup de problèmes dans les processus qui aujourd'hui posent des questions. Donc, je vais m'arrêter là pour passer justement la main à l'expert plutôt technique et de dire, OK, s'il peut nous expliquer comment comment cette intelligence artificielle arrive et va impacter une tâche, et de la tâche va impacter le processus et voir le métier. Amine, je te passe la parole. Je prends le relais, je vais essayer de faire court et synthétique parce qu'il y aurait de quoi passer la journée à discuter tous les sujets. Moi, c'est simple, hein, j'ai démarré, comme je disais, sur des sujets techniques. Donc, c'est-à-dire que moi, j'avais pour mission de prendre des algorithmes, de les appliquer sur des données et de faire en sorte d'avoir des très bons scores prédictifs. Quand j'ai lancé ma première startup en 2016, on a fait pas mal de R&D, on avait une très bonne solution d'un point de vue technique. On a essayé de la vendre, les gens étaient intéressés. On s'est dit, ça va leur faire gagner de l'argent. Alors, c'était dans l'industrie, hein, et on va reparler de l'industrie parce que c'est une expérience très intéressante quand on va discuter process. Mais donc, c'était dans l'industrie et on se dit, on va optimiser le rendement de la matière première, réduire la facture d'énergie, améliorer la qualité. Et donc, les gens vont signer. C'est obligé parce que ça marche. Et progressivement, ce qui se passe, c'est que bah, quand on essaye de déployer, alors il y a les premiers sujets techniques. Ceux-là, tout le monde les vit plus ou moins, c'est-à-dire est-ce qu'il y a la donnée, est-ce qu'on peut se brancher, est-ce que le SI est prêt à recevoir de l'IA, voilà. Donc ça, on a les premiers, on pourrait dire les premiers verrous techniques. Très souvent, ces verrous-là sont temporaires parce que une fois qu'on a validé que la solution marche, en général, on va faire en sorte de lever ces verrous-là. Au pire, dans des cas un peu complexes, bah, ça prendra quelques mois. On va recruter un alternant qui va se charger de structurer un peu la donnée, de faire les connexions, et c'est bon. C'est après que ça se complique. Et donc moi, en fait, ce que j'ai vécu, c'est que j'ai vécu tous les verrous les uns après les autres. C'est pour ça que maintenant, quand je travaille dans l'autre sens. Donc je vais vous l'expliquer hein, très simplement. C'est que bah, une fois qu'on a la solution, quelqu'un doit utiliser cette solution. Donc là, tout de suite, on a des premières questions sur déjà, est-ce que c'est ergonomique? Est-ce que la solution, la personne comprend ce qu'on lui restitue comme résultat? Est-ce que ça s'intègre à son flow de travail? Parce que cette personne, en fait, a ses automatismes, elle a ses mécanismes, elle a ses habitudes. Et si on arrive avec une solution qui vient perturber ce qu'elle fait, même si la solution est très performante, la personne ne va pas se l'approprier. Et au-delà de ça, c'est cette personne-là, elle est dans un enfin, en général dans plusieurs processus métiers, elle est embarquée. On lui demande d'atteindre des objectifs. Sa priorité, c'est l'opérationnel. C'est pas est-ce que je fais de l'innovation, est-ce que je fais de l'IA. C'est plutôt moi, je suis incentivé sur ceci ou cela. Comment je fais en sorte que ça marche, comment je fais en sorte d'améliorer ce que je dois faire au quotidien. Et petit à petit, quand on commence à tirer un peu sur la pelote, on se rend compte que finalement, les tâches ne sont pas si clairement définies que ça, les rôles, les prérogatives, les processus. Alors l'avantage dans l'industrie, c'est que les processus sont matérialisés, sont tangibles, hein, parce que c'est découpé par rapport à des postes de travail. Même là, déjà, on voit qu'on a des soucis d'intégration et d'impact sur comment est-ce que les gens travaillent, comment ils enchaînent les tâches. Mais alors, quand on bascule côté col blanc, ce qu'on appelle aujourd'hui les cols blancs, parce qu'on en parle beaucoup dans le cadre de l'IA générative, en fait, les gens ont des processus qui émergent naturellement, c'est-à-dire ils enchaînent, ils ont des objectifs et ils enchaînent un certain nombre de tâches, ils traitent de l'information, ils traitent des dossiers. Et ces processus-là ne sont pas du tout matérialisés, ils ne sont pas structurés, ils ne sont pas documentés, ils émergent de façon organique et voilà, il se passe ce qui se passe. Et là, déjà, on commence à avoir les premiers points de friction. Et si on commence à, par exemple, générer des comptes rendus, des exemples récents, voilà, faire de la transcription de texte, très bien, on va stocker tout ça quelque part. Ça injecte plein de données. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on a en entrée? Comment les gens utilisent ces résultats? Tout ça, ça pose un certain nombre de questions qui, si elles ne sont pas traitées, vont faire que l'outil ne sera pas utilisé. Voilà, tout simplement. Et au-delà de ça, quand on commence à tirer encore plus loin, on commence à répondre à ces sujets-là progressivement, on va avoir des enjeux humains qui vont se poser, on va arriver au niveau de la compétence. Est-ce que les gens sont prêts à utiliser des outils avancés?
On va très rapidement, dès qu'on parle d'IA, avoir des sujets d'anxiété. OK, si l'outil est performant sur telle et telle tâche, est-ce qu'il ne va pas me remplacer? Donc, il y a un vrai sujet côté RH qui va commencer à se dégager sur l'accompagnement des collaborateurs, sur le recrutement des nouvelles ressources. Et quand on commence à aller encore plus loin, là, on va rentrer sur des vrais sujets d'organisation, de cycle de décision. On va avoir aussi des logiques, de ce que j'appelle des tectoniques des plaques de projets concurrents, comment les gens se positionnent, est-ce qu'il n'y a pas des initiatives qui sont lancées par ailleurs qui peuvent venir concurrencer les miennes, qui a la prérogative sur quoi, qui a la responsabilité de quoi, qu'est-ce qui est clairement posé, qu'est-ce qui est plutôt du domaine de l'informel, parce qu'on se rend compte dans les couloirs, on se rend compte dans la machine à café, on prend des décisions à ce moment-là qui ne sont pas très structurées ou pas très formalisées. Et il y a aussi, est-ce que les personnes qui portent le projet vont partir demain ou pas? Le sponsor, le projet, il avance tant qu'il est là, et puis dès qu'il a une promotion ou il a un nouveau poste, et il part et le projet n'avance plus. Et au-delà de ça, le fait de faire de l'innovation, du digital et de l'IA, ça ouvre aussi des nouvelles possibilités. On se rend compte que on a plus de capacité pour traiter certaines choses, on a de la meilleure qualité, il y a des choses qu'on voulait faire, qu'on ne pouvait pas faire, et aujourd'hui on peut les faire. Et après tout ça, ça remonte jusqu'à des considérations stratégiques. Donc si je suis capable de faire des prédictions, ça veut dire que je peux gérer le risque autrement. Au lieu de le subir, je peux peut-être le prévenir. Mais pour le prévenir, j'ai besoin d'avoir un certain nombre de données, donc je dois me repositionner stratégiquement. Et ensuite, si j'ai cette prédiction, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je punis des gens? Est-ce que je leur fais du service en amont pour réduire le risque d'occurrence d'un sinistre? Voilà. Et donc, ça soulève des questions qui peuvent aller très très loin et remonter très très loin. Et donc aussi des sujets en interne de fonctionnement de RH, de collaborateurs, qu'il faut aussi prendre en compte pour embarquer tout le monde dans la bonne dynamique. Merci beaucoup, Amine. On voit bien que la technologie, justement, évolue et apporte beaucoup de solutions. Mais je pense c'est pas tout parce que cette transformation, on voit que dans les directions d'actuariat et des directions financières, elle a du mal encore à s'opérer. Je vais passer justement, je vais te demander à toi, Yves-Gaine, qui est cet actuaire moderne et qui est préparé justement à ces enjeux. Et on va dire que tu as la responsabilité un petit peu de moderniser le métier de l'actuaire. Comment ça se passe, cette transformation? C'est quoi les difficultés que tu croises ou tu rencontres ou les freins pour porter cette transformation? Merci beaucoup, Amina. Et tout d'abord, j'aimerais bien dire que je partage intégralement ce qui a été dit par Amine. Par contre, je vais essayer de présenter ça un peu dans notre angle du point de vue d'un actuaire. Donc, je suis considéré comme actuaire nouvelle génération, même si je pense que je suis déjà pas de vraiment nouvelle génération. Comme j'ai commencé ma carrière il y a à peu près 10 ans dans une grande compagnie d'assurance dans le service de prévoyance, et je participais essentiellement dans les travaux des inventaires et des comptes clients. Et du coup, même si cette activité paraît très récurrente et puis très procédurale, elle est extrêmement mal documentée. Ce qui rend en fait l'arrivée des nouveaux actuaires et de l'onboarding assez compliqué. Euh, et par contre, ce manque de documentation, c'est une conséquence plutôt en fait qui relève les défis plus importants. On sait que le métier d'actuaire évolue beaucoup, surtout du point de vue réglementaire. Ça nous pousse à aller développer de nouveaux outils, à améliorer les calculs, se renforcer au niveau de reporting. Et en fait, tout ça crée énormément de travail pour un actuaire. Et du coup, ce qui le pousse petit à petit de rationaliser son temps, de s'approprier des outils, d'adapter des calculs, voilà, de suivre des nouvelles technologies, etc. Et donc, moi, au début, hormis ma mission classique de l'équipe, je participais énormément dans tout ce qui était automatisation des process.
Donc j'étais un peu l'expert, le geek qui développait des outils Excel, VBA, qui faisait des traitements de données, des préparations des différents fichiers, qui regroupaient des données de différentes sources, qui alimentaient après d'autres systèmes. Donc en fait, je développais des petites briques par-ci, par-là pour simplifier le travail. J'avais même travaillé sur un projet de l'interface Excel sur lequel on pouvait se connecter et en back-end lancer le code SAS qui faisait le calibrage des lois de rachat en prévoyance. Donc ça pouvait aller assez loin en fait du point de vue technologique, enfin ce qu'on peut dire. Et donc ce que j'ai pu remarquer, notamment en participant dans ces expériences, c'est que déjà le premier constat que mon bagage technique, ce que j'ai appris à l'école, en quelque sorte, ça a été amplement suffisant pour agir et pour transférer le métier, pour créer de la valeur en fait en utilisant ces compétences-là. Mais par contre, en fait, de l'autre côté, j'ai pu remarquer que souvent, on peut rencontrer des freins pour aller plus loin et toujours améliorer encore plus et d'exploiter au maximum ces compétences. On peut rencontrer des 3 freins majeurs qui bloquent cet avancement. Et donc, dans ces freins, il y a 2 freins qui sont assez banals et un qui est un peu plus sophistiqué, un peu plus intéressant. Donc, premièrement, en fait, ce qu'on peut avoir comme frein, c'est le manque de temps. Et ça, c'est classique, on le sait tous. On est noyé dans les tâches, dans les travaux quotidiens. À chaque fois, on nous rajoute de plus en plus. D'une année à l'autre, ça ne fait que augmenter. Et dégager du temps pour les travaux d'amélioration et d'adaptation, c'est pas toujours évident. Donc, deuxième frein, c'est un frein que j'appelle le frein de communication ou un frein organisationnel. C'est que il rejoint un peu ce que je disais au tout début sur la partie les process qui sont mal documentés. Donc parfois, on a du mal à comprendre le process en fait de son point de vue transversal. On sait très bien que l'activité ne se limite pas à l'équipe, à une petite équipe en silo. L'activité, elle est globale. Enfin, il y a une vision d'entreprise. Chaque équipe contribue à cette vision-là. Et donc, du coup, parfois, on a pas de visibilité sur ce qui se passe après quand on envoie certaines données ou quand ou avant qu'on les reçoit d'une autre équipe. Et du coup, ça nous gêne de se projeter en fait et de voir comment de manière optimale faire des développements et faire des améliorations. Ce que je peux joindre à ça, c'est un peu une situation diamétralement opposées, c'est-à-dire que parfois on se lance dans des initiatives, on veut améliorer quelque chose, et comme il n'y a pas de communication ou pas suffisamment de communication, on voit que on s'aperçoit après qu'il y a les mêmes initiatives qui sont portées par les autres équipes, et du coup il y a des travaux qui sont redondants qui sont faits, donc tout ça, ça n'aide pas à optimiser les process. Voilà, de point de vue opérationnel. Et du coup, bah, on arrive au 3e frein, qui est pour moi le frein majeur. Enfin, je dirais, il est au même poids que les deux autres, mais je veux quand même mettre un petit accent sur ce frein-là. C'est les limitations qu'on a du point de vue technique. Je vais m'expliquer. Étant actuaires, nous ne sommes pas considérés comme des experts reconnus dans toutes les matières de informatique, développement, choix de solutions, etc. Et donc, on est extrêmement dépendant des directions informatiques et de leurs décisions. Et parfois, et même, enfin, pas parfois, c'est, je dirais, 90% de cas, ça peut être très bloquant. Même si on formule des demandes précises, qu'on veut développer telle solution, utiliser tel langage de programmation ou tel module, souvent ces demandes sont rejetées juste parce que ça ne rentre pas dans les cases et dans les grilles des directions informatiques qui disent que c'est hors scope et qu'on ne va pas s'occuper de ça. Et donc ça, c'est vraiment un frein qui décourage. Parce que si les autres, on peut avancer, même si on n'avance pas du point de vue productif, ce frein-là, il peut vraiment bloquer toute l'initiative et arrêter la transformation.
Et du coup, en fait, pour résumer un tout petit peu ce que je viens de dire, c'est que je considère que les jeunes actuaires aujourd'hui, même si on peut critiquer les formations, etc., je trouve qu'on est quand même, on a toutes les compétences nécessaires, on les apprend à l'école pour transformer notre métier, pour évoluer, pour s'approprier des nouvelles technos et pour améliorer le travail d'un actuaire. Malgré ça, on est souvent frustré en rencontrant des problèmes organisationnels ou techniques ou bien pour le manque de temps. Et moi, je suis persuadé que pour pouvoir lever ces problèmes et avancer dans le bon sens, il faut qu'on traite des problématiques du point de vue d'ensemble. Il ne faut pas juste se focaliser sur chaque problématique en silo. Et d'ailleurs, dans mon cas, en fait, toutes ces expériences que j'ai rencontrées m'ont donné envie de changer un peu l'angle d'attaque. Et donc, c'est pour ça que je me suis reconverti en data scientist. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que cette reconversion, elle m'a permis de, à la fois traiter des sujets très techniques, avec un tout petit peu plus de liberté dans les choix de solutions, etc. Parce que, voilà, quand même, les data scientists ont moins de blocages que les actuaires. Mais au même temps, en fait, je pouvais apporter ma vision d'actuaire pour pouvoir transformer des processus existants et des tâches existantes et devenir un acteur majeur de cette transformation-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Yevgen, pour cet éclairage. Et on voit bien que le problème, il est beaucoup plus profond. Ce n'est pas que la technologie seule ne peut pas résoudre le problème. La compétence est là, mais il y a les organisations, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qu'on va faire, on va faire un pas de côté et prendre de la hauteur sur le sujet et demander à Pauline de nous donner des clés de lecture qui nous permettent à comprendre les freins ou les sous-jacents à ces transformations. Merci Amina. Donc oui, je prends la parole sur cet aspect. Juste pour resituer un peu d'où je parle, en 2020, j'ai eu l'occasion, avec Piaget Talent, d'accompagner l'Institut des actuaires dans un observatoire actuariel de la crise Covid pour essayer de comprendre justement l'impact de cet événement sans précédent sur le métier d'actuaire, à la fois sur des choses très opérationnelles, voilà, de transformation du métier, mais aussi d'une manière plus générale, donc avec les outils de la sociologie, de comprendre aussi comment cet événement, cette crise Covid, transformait le rapport au risque, la manière de l'anticiper, de les anticiper. Et donc, c'est à partir de ce travail de recherche qui a donc duré plusieurs semaines, hein, qui était un accompagnement avec les outils de la sociologie qualitative, d'entretien auprès d'actuaires qui travaillaient dans le secteur de l'assurance, mais aussi voilà, dans d'autres secteurs d'activité comme la finance, etc. C'est à partir de ces outils-là que je vous parle aujourd'hui. Et donc, effectivement, il y a un premier élément qui est à prendre en compte, c'est la transformation de notre monde en général, et notamment ces crises qui se suivent, se succèdent, ne se ressemblent pas toutes d'ailleurs, que ce soit les crises voilà, sanitaires, politiques, sociales, économiques. On est dans un nouveau monde avec un nouveau rapport à ces risques, hein. On parle d'un monde de plus en plus volatile. Et donc, évidemment, ça a un impact sur les individus en général, la société en général, mais aussi sur les entreprises et le métier des actuaires ou le secteur de l'assurance, qu'on a vu des risques systémiques apparaître, qui jusque-là étaient exceptionnels, qui le sont de moins en moins, et forcément, ça pose des questions sur l'anticipation et la gestion de ces risques. Donc ça, c'est un premier élément voilà, très général. On pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais on va passer brièvement. Donc si on revient au niveau de l'entreprise, qu'est-ce que ça a comme impact, toutes ces transformations? Il y a eu quand même deux grandes
reconfiguration majeure avec justement cette crise de Covid-19, c'est celle du développement du télétravail, qu'Amine a déjà abordé. Et un autre aspect qu'a abordé Evgen, c'est ces histoires d'automatisation, pardon, j'y arrivais, des process et de la numérisation aussi de tout ça. Donc, c'est des choses qui étaient déjà en cours, hein, c'est pas nouveau, mais la crise du Covid, ça a été un accélérateur un peu forcé d'évolution des process au sein des entreprises et notamment dans le secteur de l'assurance. Donc moi, je parlerai plus largement du télétravail qui a été un gros sujet justement lors de cet observatoire de la crise Covid dans le monde de l'actuariat. C'était un sujet qui revenait beaucoup, qui soulevait beaucoup de questions et on le voit qu'il y a toujours aujourd'hui un impact important. Donc d'abord, évidemment, ça a bouleversé nos habitudes professionnelles un peu à toutes et tous, qu'on l'a vu aussi peut-être devenir un atout, alors que, y compris pour des entreprises qui étaient plutôt réticentes au début à son élargissement. Ça montre aussi, enfin, le télétravail a aussi montré ses limites. Et il y a, à mon sens, 3 grands axes de transformation à avoir en tête. D'abord, c'est la question du management à distance, comment on gère une équipe quand on n'est pas physiquement ensemble. Le deuxième, c'est l'invention de nouveaux modes de communication et de collaboration. Il y a des outils qui existent. Quelles nouvelles utilisations on peut faire des outils déjà existants? Quels nouveaux outils on peut créer pour plus notamment d'efficacité, de cohésion, etc. Et puis, comment on permet au télétravail de mieux s'implanter dans l'entreprise. Dans le secteur de l'assurance, ce que j'ai pu observer, donc toujours lors de cet observatoire, c'est que les outils de communication à distance, ils étaient déjà bien implantés dans la culture d'entreprise, de manière générale, de secteur, mais on a pu tester, comme je vous le disais, de nouvelles utilisations. Et c'est des utilisations qui ont été conservées par la suite. Alors, c'est des petites choses comme transformer, par exemple, l'organisation des réunions en imposant peut-être un rythme plus fréquent, mais des réunions plus courtes pour essayer de gagner en efficacité. Essayer aussi d'instaurer des temps d'échange virtuels, voilà, sans ordre du jour pour essayer de garder du lien ou essayer d'être davantage dans la transversalité en sein de différentes équipes pour justement permettre à tous de mieux connaître ce qui se fait, voilà, je sais pas, si on travaille ensemble sur un projet, essayer d'organiser des temps d'échange aussi avec les autres personnes qui ne sont pas forcément directement impliquées dans le projet, mais voilà, essayer d'impliquer tout le monde. Donc tout ça, c'est des évolutions qui sont importantes, mais qui demandent du coup, et ça va dans le sens que disait Evgen, qui demandent du temps parce qu'il faut du coup tout formaliser. Et c'est sans doute ça aussi qui a été rendu visible par cet avènement du télétravail, c'est l'importance du lien informel. Amine évoquait tout à l'heure les discussions autour de la machine à café. En effet, avec cette télétravail généralisé et forcé pour un bon nombre de personnes pendant le confinement, les confinements, on s'est rendu compte que le lien informel, il était extrêmement important. C'est des temps, ce temps d'échange autour de la machine à café, mais c'est aussi des espaces et c'est aussi des modes de communication qui sont non verbaux, hein, le langage corporel, enfin, c'est plein de dynamiques qui sont extrêmement importantes dans la relation avec les autres, dans la négociation, par exemple, aussi avec des clients et des fournisseurs. C'est un lien qui est essentiel à la transmission, hein, ce lien informel. Et voilà, toutes ces choses-là, elles sont questionnées par ce télétravail et dans la manière dont on peut mettre en place des outils, de nouveaux outils pour essayer de compenser cette absence de lien informel quand on n'est plus en présence les uns des autres. Et d'ailleurs, voilà, on l'a vu, un petit exemple sur l'intégration, par exemple, de stagiaires ou nouveaux salariés dans les entreprises au moment justement du confinement. Ça a été très compliqué, tant pour les personnes nouvelles qui devaient intégrer
ces entreprises que pour les managers ou les équipes, de faire une place au sens physique, au sens propre et au sens figuré à ces nouveaux arrivants. À distance, c'était beaucoup plus complexe. Euh, donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à avoir en tête. On prend vraiment conscience que l'informel, c'est certes les échanges à la machine à café, les déjeuners entre collègues, mais c'est aussi une forme de spontanéité, pardon, qui est plus facile quand on cohabite dans le même espace et qui favorise la créativité, l'agilité. Donc, se pose la question de comment le conserver avec un médium comme le numérique, avec des outils qui viennent interférer dans la relation interhumaine. Donc, se pose la question de comment préserver ces temps et ces espaces virtuels ou physiques d'échange informels. Donc, ça, c'est vraiment des questions qui sont toujours ouvertes, hein, et des entreprises qui réfléchissent et qui essayent de proposer des choses là-dessus. Et peut-être pour finir sur cet exemple, il y a la question du formalisme. Yves parlait de la documentation, etc. En effet, c'est quelque chose de nécessaire aussi dans les process, mais c'est très chronophage, hein. On l'a vu aussi avec le télétravail, c'est que formaliser, communiquer par écrit, multiplier des échanges planifiés, tout ça, ça prend du temps. Mais c'est aussi une part importante. Donc, comment on arrive à trouver un équilibre entre le formalisme et l'informel pour rendre à la fois le travail plus efficient, plus productif, mais aussi trouver un équilibre entre chacun. Et voilà, je m'arrêterai là pour laisser un peu de temps aux questions peut-être. Merci beaucoup, Pauline. Et du coup, on voit bien que c'est un écosystème en pleine évolution. Il y a tout qui change, nouveaux métiers autour de l'actuaire, il y a l'environnement et les nouvelles méthodes de travail. Je ne vais pas rester longtemps sur ce point-là, mais je vais laisser Amine, tu as 2 minutes pour nous dire comment réussir cette transformation, pour laisser Oui, le temps à au moins prendre une ou deux questions et laisser les participants pour leur pause déjeuner. Merci Amine, complètement. je te En laisse fait, la parole. ouais. En fait, il y a, quand on lance un projet, soit on le prend comme simplement j'installe un nouvel outil, auquel cas on est tributaire de facteurs qu'on ne maîtrise pas sur est-ce que ça va être un succès ou pas. Donc c'est le fameux syndrome du POC, hein, qui finit jamais en production dans les projets IA. Très souvent, les gens pensent que c'est des questions purement techniques. Ce n'est plus le cas depuis très longtemps, hein. Donc, on a des technologies matures. Le sujet, c'est pas la techno, c'est comment on l'intègre dans un environnement professionnel. Et plus on va anticiper, donc moi je vous ai dit, hein, que j'ai vécu les problèmes dans un certain sens, hein. Je suis allé d'abord de la technique, puis les métiers, puis je suis remonté aux organisations, la stratégie. Et finalement, le bon ordre pour attaquer les problèmes, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des enjeux stratégiques? Est-ce que je peux trouver des sponsors? Est-ce qu'en termes d'organisation, on peut synchroniser, aligner toutes les parties prenantes? Ensuite, en termes de métier, comment on fait le cadrage des besoins, des entrées, des sorties qu'on va mettre dans l'IA? Donc, il faut bien penser le problème en amont et on croit que c'est du temps en plus. La vérité, c'est que quand on structure correctement la démarche, on peut avoir des choses en prod très très vite, alors que quand on ne le fait pas et qu'on avance par à coup, en fait, les temps vont finir par s'accumuler parce qu'on s'arrête à chaque fois et comme je l'ai vécu, on va se prendre le verrou d'après qu'on n'avait pas anticipé, donc on se réorganise, etc. Et comme je vous l'ai dit, il y a des tectoniques internes et qui font que la dynamique qu'on a mis initialement dans un projet, elle peut disparaître et le projet meurt de sa petite mort. Ensuite, il ne faut pas négliger, hein, le fait d'embarquer les gens. Comme on a vu, il y a des vrais sujets humains, il y a des sujets aussi d'organisation, formels, informels. Et tout ça, c'est à prendre en compte si on veut maximiser les chances de réussite. En plus, là, on parle d'un métier dont le focus est la maîtrise du risque. Là, en l'occurrence, on veut maîtriser tous les paramètres, hein, qui peuvent nuire à l'évolution, enfin, au bon succès de notre projet. Et finalement, le point important aujourd'hui, c'est que c'est un point de départ. Donc, on a dit, le titre, c'est bien un cycle, c'est un cycle de réflexion, parce qu'on veut aller au-delà de juste dire, on va mettre de l'IA pour faire un compte rendu, on va mettre de l'IA pour répondre à un mail. Alors, le focus aujourd'hui est sur l'IA parce que c'est le thème dominant,
Pauline nous a parlé du Covid. Voilà, on voit que c'est pas que ça en fait. Et puis on a vu la liste de tous les facteurs qui impactent, qui font changer les choses, qui font évoluer les choses. Déjà, je pense que la première réflexion à se faire, c'est de se dire il faut arrêter de parler de transformation parce que quand on parle de transformation, on part du principe qu'on passe d'un état A à un état B qui sont figés. On voit bien que tout s'accélère, qu'on est dans un changement permanent. Il faut se mettre en ordre de marche et se structurer autrement pour en fait, intégrer le fait qu'on doit s'adapter continuellement. Et donc, nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est une communauté de réflexion autour de ces sujets. Aujourd'hui, on est dans une phase un peu de cartographie et diagnostic parce qu'on a tous nos expériences, nos vécus, nos retours terrain. On est en train de structurer un peu l'ensemble de cette question autour des axes technologiques, mais aussi autour des besoins métiers, autour des enjeux de structuration des processus, autour des enjeux d'organisation. Penser l'entreprise comme un groupe social, hein. À partir de là, on va rendre concret un peu cette démarche avec des livrables, donc des premiers rapports pour faire un peu l'état des lieux global. Ensuite, l'idée, c'est d'avancer ensemble, donc avec vous aussi, sur comment est-ce que, vers où on veut aller et comment est-ce qu'on y va, jusqu'à ce qu'on pose progressivement tout un plan de transformation des métiers, dont celui de l'actuaire, qu'on puisse le repenser concrètement au-delà de juste finalement l'IA me permet de faire le résumé de ce rapport et puis complètement opposé à ça, j'ai un nouveau risque, il faut que je vois. En fait, non, il faut se dire tout est lié, il faut tout intégrer, avoir une réflexion globale et le maître mot de la démarche, c'est l'intelligence collective parce qu'en fait, on pense de façon isolée parce qu'on travaille de façon isolée. On veut que les différents métiers dans l'actuaire travaillent de façon plus collaborative. Nous aussi, on veut travailler de façon collaborative, d'où le lancement en fait, de cette communauté de réflexion dans le cadre d'Acovia Lab. Donc voilà, c'est aussi un appel donc, pour vous, si vous êtes intéressés, hein, de nous rejoindre, de nous laisser vos emails, de nous contacter. Nous, on a déjà commencé nos travaux sur les métiers de l'assurance dans celui de l'actuariat. On a déjà des premiers éléments qu'on va vous partager très rapidement. Le temps de les structurer, ce sera probablement plutôt à la rentrée, mais en tout cas, le cycle va continuer. On va avoir un certain nombre de conférences. On a déjà un programme sur les 6 prochains mois. Merci à tous et à Merci. bientôt et passez de bonnes vacances. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.